Salut, c'est Tania Saint-Val. Benguessé Original, c'est l'émission des Africains et des Antillais. Bonjour à tous et bienvenue dans Bengué, l'émission consacrée à tous ceux qui font la fierté de la diaspora africaine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christine Kelly, journaliste et écrivaine qui officie depuis 8 ans sur la chaîne de télévision LCI à Paris. Mais avant de la retrouver chez elle, je vous propose de regarder son mini-portrait que voici, signé par Dina. Situé à Boulogne, près de Paris, les locaux de la chaîne de télévision française d'information LCI, filiale de TF1, sont fréquentés par de nombreux journalistes dont de jeunes femmes qui se relaient sur les plateaux. Parmi celles-ci, Christine Kelly, présentatrice de plusieurs éditions quotidiennes au cours de l'après-midi. Cette jolie Française y est arrivée il y a 8 ans, poussée par sa détermination malgré de nombreux obstacles. Polyvalente et bilingue comme son nom l'indique, Christine Kelly débute en 1992 à Archipel 4, chaîne de télévision de sa Guadeloupe natale, par la présentation d'une émission franco-anglophone, tout en effectuant des prestations sur Cadence FM, une radio locale. Elle travaille ensuite pour France 3, RFO devenu O, Chéri FM et le quotidien Sud-Ouest au milieu des années 90. Puis en 2000, son visage apparaît aux journaux matinaux de LCI. Elle les présentera jusqu'au récent changement d'horaire. On la retrouve désormais à l'antenne durant l'après-midi. C'est juste après l'heure du déjeuner que Christine Kelly arrive généralement au siège de LCI pour y poursuivre la préparation du journal. Tout commence donc dans cette salle de rédaction où la journaliste et l'équipe passent en revue l'actualité et sélectionnent les sujets. L'heure est à la discussion, ponctuée de plaisanteries. Dans Bettencourt. Oui, bon, je te fais confiance quand même là, je pense, non? Non, mais parce que... moi j'aurais voulu... 2 minutes plus tard. Dans 1 minute. Le public regarde. Christine Kelly et sa Bientôt le journal, c'est le compte à rebours. Un tour dans la salle de maquillage, puis la présentatrice rejoint le plateau. Nouveau la notion. Ingrid Bettencourt s'est adressée sur RFI aux otages restés entre les mains. Entre-temps, les techniciens sont à l'œuvre. Voilà, tout de suite sur LCI, la seconde partie de questions. Après cet habituel sourire avec lequel Christine Kelly quitte les téléspectateurs, l'équipe pense déjà aux prochains journaux. La journaliste et elle doivent préparer en outre 2 émissions écologiques hebdomadaires, Terre-Mer sur la même chaîne et Magazine sur Urchuya TV, autre chaîne du groupe TF1. Le repos est prévu plus tard. Comme récompense pour son talent, de nombreux prix lui ont déjà été décernés à l'échelle internationale. Appréciée par de nombreux téléspectateurs, Christine Kelly n'échappe cependant pas aux critiques de certains qui réclament aux journalistes français plus de liberté de ton. Les prestations de cette fille d'enseignant ne s'arrêtent pas à la télévision, puisque la journaliste est aussi écrivaine. À son actif, 2 ouvrages dont l'affaire Flactif, paru en 2006, où elle révèle les dessous de l'assassinat d'une famille entière en France. Christine Kelly, décidément sur tous les fronts, est très active depuis plusieurs années au sein des associations pour les droits des personnes, ce qui lui a valu un poste de consultante pour l'UNESCO en 2000. On la retrouve constamment en Europe et en Afrique avec la Croix-Rouge. Elle est également présente aux rencontres internationales des réussites africaines et caribéennes. Entre le journalisme sur plusieurs chaînes de télévision, l'écriture des livres et ses activités associatives, difficile de trouver du temps libre pour cette trentenaire européenne aux racines africaines. Bonjour Christine Kelly. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengué. Bienvenue à la maison. Et merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors, vous êtes journaliste et écrivaine, un parcours un peu atypique car votre première formation a été plutôt dans le domaine scientifique. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis et opter plutôt pour du journalisme ? Toute une circonstance, toute une loterie de circonstances en fait qui m'ont fait changer de route. Et c'est vrai que lorsqu'on est étudiant, le système éducatif veut qu'on commence dans une voie et on ne finit pas forcément dans cette voie-là. On va faire ses études, une licence en maths physique, voilà, et ensuite on se dit bon, on a envie d'être prof en maths physique, et finalement petit à petit on se rend compte qu'on n'a pas envie d'être enseignante, on a envie de faire autre chose. Finalement, au hasard des circonstances, on a envie de travailler dans une compagnie aérienne. Donc, j'ai travaillé dans une compagnie aérienne parce qu'on a envie de gagner sa vie. Ensuite, finalement, on se dit, tiens, j'aimerais bien faire autre chose. Pendant les vacances, j'ai envoyé un CV à une petite chaîne télé. J'ai commencé comme ça pour m'amuser. Et les actionnaires de la chaîne m'ont empêché de quitter la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait de la télévision. Mais ce n'était pas du tout une vocation première, c'est vrai. D'accord. Alors, depuis 8 ans, depuis l'année 2000, ça fait 8 ans aujourd'hui que vous présentez sur la chaîne de télévision LCI à Paris. Comment ça se passe? Quelle est votre journée type?
Ma journée type, ça dépend des horaires, parce que pendant 5 ans, j'ai présenté très tôt le matin. Après, on peut changer de tranche, et ça m'a vraiment fatiguée parce que je me réveillais à 2 h du matin pour arriver à 3 h pour présenter mon journal à 6 h et terminer à 9 h ou 10 h, plutôt 10 h 30 le matin, dormir en journée et me réveiller un peu l'après-midi, coucher tôt le soir. Donc pendant 5 ans, je n'avais pas de vie du tout. Ensuite, là, depuis l'année dernière, pendant 1 an et demi, j'ai présenté toute la journée, et c'était passionnant parce que la journée, l'actualité bouge beaucoup, il y a beaucoup de dépêches, beaucoup d'images. En plus, on était en pleine présidentielle, pleine législative, donc c'était absolument passionnant. Ensuite, j'ai arrêté pendant 6 mois pour faire mon livre sur la biographie de François Fillon. Et là, je suis revenue en présentant l'après-midi entre 15 h et 18 h. Et avec une émission en plus sur l'écologie. Donc, par exemple, ma journée type aujourd'hui, c'est que je me réveille en général le matin vers 8 h 30, ce qui est un luxe total. Je prends des rendez-vous, je passe mes coups de fil, etc. Ou bien je vais à LCI, ou bien je prépare à la maison, ou bien je lis des documents. C'est plus cool maintenant. Ça dépend. Ça dépend. Le problème, c'est qu'avec un journaliste, on n'est jamais cool. Parce que lorsqu'on croit qu'on est cool, qu'on est à la maison, on bosse encore plus souvent à la maison qu'on ne travaille au travail, justement, sur le lieu de travail. Donc, c'est jamais cool. Ensuite, je vais à LCI vers 12 h 30, l'heure à laquelle je commence à préparer mon journal, mon premier journal qui est à 15 h, à l'heure du déjeuner, exactement. Donc je ne peux plus déjeuner, à part grignoter un sandwich, voilà. Et puis je termine vers 17 h 30, 18 h, et là, ou bien je vais à un autre rendez-vous, ou bien je remonte à un autre étage pour terminer mon émission que je prépare, ou bien je rentre à la maison, ou bien je vais à un cocktail, ou bien je vais à une soirée, ou je vais à un dîner, ou bien je me la coule douce. Ce sont des journées bien remplies, en tout cas. Oui, bien remplies. Alors, votre arrivée sur LCI a été considéré par certains comme un quota. Qu'est-ce que vous pensez justement sur ce système de quota? La preuve, je pense que ça n'était pas un quota, c'est que je ne suis pas sur une grande chaîne. Je ne suis pas en train de... On m'a jamais utilisé comme alibi sur une grande chaîne en disant, voilà, regardez, on a pris Christine Kelly le quota. Je veux dire, on m'a prise parce que j'étais journaliste et on m'a gardée parce que je suis journaliste. On m'a proposé beaucoup de postes comme quota sur d'autres chaînes et j'ai refusé. J'ai préféré rester sur LCI où on me prend pour mes qualités journalistiques. On est 15 présentateurs de journaux télévisés sur LCI. Mon seul objectif, c'est d'être toujours parmi les meilleurs. Quel est votre avis sur ce système de quotas pour les autres? Moi, je suis absolument contre, et j'ai toujours dit que je suis contre les quotas et que je préfère refuser un emploi. Si on me prend pour un quota, je veux qu'on me prenne pour mes compétences. Si on me prend pour un quota, qu'on ne me prenne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui agit professionnellement par sa couleur de peau, mais j'agis uniquement par mon travail. Si je fais des livres matin, midi, soir, en pleine nuit, à 2 h, 3 h du matin, je fais des enquêtes, c'est pas pour qu'on puisse regarder ma couleur de peau. Sinon, je passerai mon temps à être justement dans les dîners, les cocktails, ou à faire du lobbying pour qu'on puisse m'accepter pour ma couleur de peau. Je veux qu'on m'accepte pour mes compétences et je pense que je suis reconnue comme telle depuis mon premier jour à LCI, encore plus aujourd'hui. Et pensez-vous qu'il y a une évolution pour l'intégration des Noirs et des Métis dans les médias français notamment? Je pense qu'il y a une nette évolution. Au début, quand je suis arrivée, il n'y avait personne, je vais dire aucun présentateur noir. Il y avait Rachid Arabe quand même sur France 2, mais il n'y avait aucun présentateur noir. Les choses ont beaucoup changé depuis, ça se voit et j'en suis ravie. Mais il faut que les choses changent aussi à l'intérieur des rédactions. Parce qu'à l'intérieur des rédactions, moi jusqu'à maintenant, je suis la seule noire à LCI. Par exemple, ça fait 8 ans, à l'intérieur des rédactions de Libé, des autres magazines de presse écrite, etc., il n'y a pas de noirs. Donc c'est vrai que c'est bien que les choses changent de façon visible, comme on dit minorité visible, mais au sein des rédactions, c'est vrai que les choses devraient changer. Ce qui est formidable, c'est que TF1 a mis depuis peu de temps en place, a créé une fondation, et ils ont décidé de recruter chaque année des jeunes issus des banlieues, qui ont des compétences, qui ont des diplômes. J'ai participé au recrutement de personnes, de jeunes, et justement à LCI, on a recruté 3 jeunes issus des banlieues qui n'auraient jamais eu l'opportunité ou la chance d'être accueillis sur TF1 ou LCI. Vous les parrainez en fait alors? Absolument. Il y a beaucoup de jeunes qui sont fascinés par ce métier. Quels conseils auriez-vous à leur donner? Eh bien, au-delà de la fascination, c'est la professionnalisation pour moi. D'accord? Donc c'est être toujours curieux de tout, toujours vouloir s'intéresser vraiment à l'actualité. C'est ce qui doit primer au-delà de la fascination des lumières, des caméras, parce que tout passe, tout casse, tout lasse, dans l'audiovisuel comme dans la vie de tous les jours. Donc on peut arriver aujourd'hui parce qu'on est fasciné par l'audiovisuel, mais comme un footballeur qui doit faire ses preuves à chaque match, on doit faire ses preuves tous les jours, montrer qu'on est passionné par l'actualité, et on voit tout de suite un journaliste qui est passionné
par son visage qui passe à la télévision ou par le journalisme et le contenu de ce qu'il dit vraiment. Nous allons marquer une petite pause. Déjà? C'est une surprise. Avec le micro-trottoir, ce sont des impressions sur le métier de l'audiovisuel en général, la télévision et sur vous. C'est au micro de Nguina. Qu'est-ce que vous pensez des présentatrices qui viennent d'Afrique et des Antilles et qui passent sur les chaînes françaises? Bah écoutez, pour celles que j'ai pu voir, je les trouve remarquablement bien, en tout cas dans l'analyse qu'elles ont. Ce que je regrette en revanche, c'est qu'elles ne soient pas souvent intégrées dans des programmes nationaux, si je puis dire. Et on devrait quand même leur donner un peu plus de place. Ça, c'est mon sentiment. Alors moi, j'en connais pas, mais je pense que ça peut donner une certaine ouverture d'esprit et une certaine tolérance qui manque parfois, en fait. Le travail qu'ils effectuent vous convient? Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut sans doute aller plus loin. Pour ça, je fais confiance à ceux qui ont compris l'intérêt d'intégrer un peu plus ceux qui ne sont pas forcément comme eux. Je pense qu'on a tout à gagner en étant dans la diversité, c'est une richesse. Et ce serait pour ma part assez regrettable qu'on n'en ait pas conscience et qu'on en profite. Voilà. Alors moi, je dirais juste, être différent n'empêche pas de fournir un travail de qualité. On n'a pas l'habitude de voir beaucoup de présentateurs noirs, donc forcément c'est une fierté et puis ça donne de l'ambition aux jeunes pour réussir et pour se dire qu'on est tous égaux et qu'il y a des postes à promouvoir partout en fait. Qu'est-ce que vous pensez du travail qu'ils effectuent? Moi je pense que ça a un impact sur les jeunes d'aujourd'hui et puis il faut qu'ils continuent dans ce sens-là, il faut qu'ils accentuent plus même pour la génération à venir, plus pour la génération à venir que pour nous parce que nous maintenant on est un petit peu plus conscients que les jeunes, mais il faut que ça continue dans ce sens-là. Parce que là, on s'est dit que si la génération à venir nous suivent, nous, on doit bien réussir. Comme ça, eux aussi, ils vont réussir. Si nous ne réussissons pas, ils vont être paumés. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Oui, alors est-ce que vous connaissez Christine Kelly? Oui, c'est la journaliste. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son travail et d'elle-même? Ouais, elle fait du bon travail. C'est une femme remarquable. Oui, elle revendique en tout cas la culture noire. Oui, elle nous représente en tout cas en tant que pour la diaspora noire. Alors, si vous aviez quelque chose à lui reprocher, ce serait quoi, par exemple? Non, elle a une grande franchise, donc non, ça me convient. Je la connais pas spécialement, donc je ne peux pas lui reprocher quoi que ce soit. En tout cas, en l'entendant parler, oui, je trouve que c'est une femme remarquable. Alors, si vous aviez un message à son endroit, que lui diriez-vous? De continuer, de rester comme elle est, de continuer à promouvoir la culture noire voilà, sur les médias. Vous connaissez Christine Kelly? Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, du travail qu'elle effectue et d'elle-même personnellement? Un bon travail. Un travail qui va après porter ses fruits pour la diaspora. Félicitations et dans quelques années, succès pour elle. Alors, est-ce que vous connaissez Christine Kelly? Non, on ne la connaît pas. Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? Non. Pas spécialement, non. Non, je la connais pas. Non. Pas tellement. Ah oui, je l'ai vaguement vue. Très jolie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle fait, du travail qu'elle effectue? Je pense que déjà avoir une place dans le journalisme, c'est très bien. C'est très bien pour nous, en tant que communauté étrangère. Et je pousse vivement tout le monde à le faire, en fait. Alors, si je vous demandais si vous avez quelque chose à lui reprocher, par hasard, ce serait quoi? Elle devrait changer sa coupe de cheveux. Non, j'ai pas spécialement quelque chose à lui reprocher. Et si vous avez un message à son endroit, ce serait lequel? Rester comme elle est et puis continuer à progresser et montrer l'exemple à tout le monde en fait pour nous donner espoir à tous. Vos impressions après ce que vous venez de voir? C'est une jolie surprise, merci Hortense, merci Anne Nguina aussi. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour trouver quelqu'un qui me connaissait. Mais c'est très encourageant, en tout cas ça me va droit au cœur. Et puis quant à ma coupe de cheveux, vous lui direz, dites à Anne Nguina de dire à la jeune femme que mon patron ne veut pas que je change de coupe de cheveux. Ça voilà. C'est pour notre petit secret entre nous. Voilà. Le message est passé. Concernant votre professionnalisme, vous avez été plusieurs fois récompensé, notamment en 2002, pour le prix de la meilleure journaliste de Black World Victories Award. Et en 2003, le prix de la European Federation of Black Women Business in London, à Londres, et bien d'autres. Que représentent pour vous ces distinctions?
À la fois rien, à la fois tout. Rien parce que voilà, c'est juste un prix et ça ne change rien à ma carrière et je le prends en toute humilité. Et à la fois tout parce que c'est une sorte de reconnaissance à la fois professionnelle, journalistique par rapport au travail que j'ai effectué, mais aussi une reconnaissance dans le monde noir, le monde de notre communauté, que je l'ai pris donc comme un signe d'encouragement, comme une récompense, un signe d'encouragement. Par exemple à Londres, le prix que j'ai reçu à Londres, il m'a été remis par une présentatrice noire qui officie sur Sky News. Et c'était une façon de dire, voilà, vous êtes la première noire au niveau national en France. Voilà, on tient à saluer ce geste pour que ça puisse continuer dans ce sens-là. Ouais. Donc c'est vrai que je l'ai pris pour moi, je l'ai pris aussi pour la communauté noire, je l'ai pris comme un encouragement, mais je l'ai pris aussi avec beaucoup d'humilité parce que il faut continuer et ne pas regarder les prix et les porter comme un drapeau en fait. Voilà. Outre votre métier de journaliste, vous êtes aussi écrivaine, 2 livres, 2 œuvres à votre actif, notamment l'affaire Flactif qui a fait sensation. J'ai mis 2 ans à l'écrire, c'est une enquête sur toute une famille qui a été assassinée dans des conditions atroces au Grand Bornand en Haute-Savoie par un voisin jaloux qui voulait juste récupérer leur chalet. Ça m'a passionné de voir la jalousie entre 2 hommes, jusqu'où peut aller la jalousie et disséquer un peu l'être humain. Et ça m'a toujours passionné de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Et pareil pour François Fillon, j'ai décidé de faire cette biographie sur lui parce que lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il y avait plus de 50 livres, maintenant plus de 80 sur Nicolas Sarkozy, aucun sur François Fillon. Et pourquoi François Fillon, pourquoi pas un autre politique? Il n'y avait aucun livre sur lui. Personne ne savait qui il était. Tout le monde se disait, mais c'est qui ce Premier ministre qu'on nous a mis? François Fillon, mais c'est qui? Nicolas Sarkozy, on le connaît, mais François Fillon, c'est qui? Tout le monde se posait la question. J'ai voulu répondre à cette question que tous les Français se posaient, fouiller dans son enfance, enquêter dans son village natal, rencontrer ses adversaires. Cette enquête a permis aux Français de découvrir qui est leur Premier ministre aujourd'hui et comment un François Fillon et un Nicolas Sarkozy, qui ont 2 personnalités complètement opposées, sont complémentaires et peuvent s'entendre pour gouverner la France. Et le 3e en préparation? Alors c'est un livre sur William Gallas, le capitaine de foot de l'équipe d'Arsenal, et c'est lui qui m'a demandé de retracer un petit peu son parcours, ses différentes étapes en tant que footballeur et montrer à quel point c'est pas aussi facile qu'on le croit. Donc là je suis un petit peu son parcours et je vois à quel point c'est quelqu'un qui a été de la promotion de Thierry Henry, Jérôme Rotten, et finalement chaque jour, chaque match, il a dû faire ses preuves, à chaque fois il a dû travailler pour se faire accepter, respecter, progresser, tout le temps se mettre en danger. Et c'est incroyable parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un footballeur a une telle pression au quotidien pour pouvoir donner un rendu positif au moins à ses supporters. Donc je suis en plein dedans et pendant, voilà, je suis à fond. On sait que vous êtes aussi engagé dans plusieurs actions humanitaires. Quelle place occupe l'Afrique dans vos projets? Ben, l'Afrique, la place déjà qu'elle occupe dans mon cœur, c'est ma patrie, c'est mes racines, c'est ma vie, c'est d'où je viens. Et je dis toujours que je suis le carrefour entre la France et l'Afrique. Voilà, c'est les Antilles, donc c'est ma patrie. Donc à chaque fois que je suis sollicitée pour valoriser la communauté, je réponds favorablement. À chaque fois que je suis sollicitée en Afrique pour un projet, j'y vais. Dès qu'on fait appel à moi, mes compétences pour présenter une manifestation, un colloque, un débat, je réponds toujours favorablement parce que je pense que c'est important de mettre ses compétences au service de sa communauté. D'accord. Bah, Christine Kelly, dans Bengue, nous avons une tradition. Et la tradition, c'est de transmettre un message à tous ceux qui nous regardent en votre langue maternelle. Oh, d'accord. Je sais que la vôtre, c'est le créole. Voilà, exactement. Donc, on va y aller. Bon, alors, en TV disot à toutes, qui est en cas souhaité zot pifos, c'est ça nous qu'a dit en pays là, Quimbered, Pamoli et Adam d'autres soleil. Traduction en français ou en anglais? Je ne dirais pas. Non, je vais dire. J'ai dit que je souhaite à tous beaucoup de force. C'est une traduction un peu, voilà, en général on dit plus force pour dire voilà, courage. Quimbered Pamoli, ça veut dire voilà, c'est encore courage mais une autre expression. Et Adam d'autres soleil, on se reverra bientôt. Voilà. Ok, Quimbered Pamoli. Voilà. C'est bien dit. Pas mal. Pas mal en France. Merci Christine Kelly. Merci, c'était un vrai plaisir. Iman Aïssi, styliste de renommée africaine, Iman a plusieurs casquettes. Danseur, mannequin, styliste et auteur de 2 ouvrages. La quarantaine révolue, derrière sa timidité se cache un professionnel aux doigts d'or qui confectionne de superbes tenues. Très apprécié pour son travail. Merci et ma récompense c'est son travail. Ce qu'il fait comme travail c'est ma récompense, c'est le prix. Le prix de tout ce que j'ai pensé de lui
Et tout ce que j'ai fait pour qu'il avance, c'est ça qui est ma récompense. C'était magnifique, portable, absolument féminin, tout ce que j'aime. De la première à la dernière, j'adore. Iman a déjà habillé plusieurs top modèles africains. Originaire du Cameroun, Iman Aïssi veut à travers cette tenue valoriser encore plus le continent africain sur le plan international. Bonjour Iman Aïssi. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengue. Merci. Alors vous êtes danseur, mannequin, styliste et aussi écrivain, on peut dire, puisque vous êtes l'auteur de livres, 2 ouvrages. Tout ça, c'est vous, en fait. Je vous laisse vous présenter un peu plus aux téléspectateurs. Oui, merci Hortense et pour l'émission Bengue qui m'accueille. Tout l'honneur est pour moi. Donc, je suis Iman Aïssi, tout simplement artiste. Puisque comme j'ai fait du mannequinat, j'ai été danseur et chorégraphe, je suis styliste et j'écris. Plusieurs casquettes. Ouais, si on peut le dire. C'est facile de gérer plusieurs casquettes comme ça en même temps. Je crois que c'est question d'organisation. Il faut s'organiser et puis quand on a la chance de pouvoir exprimer plusieurs choses, pourquoi pas. Justement, on a recueilli des impressions sur vous, votre personne, votre travail et sur le métier du stylisme en général, notamment les stylistes africains, qu'on va regarder tous ensemble et c'est le micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez Iman Aïssi? Non, je connais pas Iman Aïssi, mais je connais Sayoubi, Oumoussi et Djouma Aïdara à Dakar. Le styliste Iman Aïssi, je ne connais pas. Paraît-il, c'est un grand styliste. En fait, je ne m'y connais pas beaucoup. Et justement, je trouve ça dommage parce que je pense qu'en Afrique, il doit y avoir beaucoup de créateurs et aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de beaux modèles qu'on pourrait avoir aussi en Europe. Et je trouve ça dommage de ne pas connaître assez, mais de ce que je connais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la mode africaine, des stylistes africains? Ils font bien, j'ai vu certains couturiers comme Alfadi, Pateo. Ils prennent les tissus africains. Vous connaissez Wooding Côte d'Ivoire? Oui. Ils prennent Wooding, ils font un modèle un peu européen. C'est bien, moi j'aime bien le style, la manière de faire. Ça change tout le temps des boubous, des foulards, c'est bien. Quand c'est bien imité, bien fait. J'ai vu des robes de mariée en tenue africaine, c'était franchement très beau. Je trouve que c'est une mode très colorée. Donc j'aime beaucoup les tissus africains, les tissus africains et les coupes, les robes, voilà, les formes. Parce qu'ils montrent un peu notre culture, des boubous qui viennent de l'Afrique. Donc c'est bien. Donc dès qu'on les voit défiler ici, donc ça nous fait rappeler notre pays. Un homme élégant, il est une fois dans toute sa vie. Et je pense que les gens qui savent s'habiller, ils ne regardent pas parce que moi je porte par exemple c'est du Yves Saint Laurent ou bien c'est du Coco Chanel ou bien c'est des Griffes. Mais avant tout, il faut porter parce que ça te va. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir identifier ton corps, savoir que tu te va. J'apprécie quand c'est un modèle de traditionnel et de moderne. J'apprécie quand c'est un modèle, un mélange en fait de différentes cultures. Par exemple, c'est un mélange de modèles par exemple camerounais, par exemple de motifs camerounais avec des motifs ivoiriens. Je trouve que ça peut être toujours très intéressant. Quel message auriez-vous à adresser aux stylistes africains? Qu'ils continuent et qu'ils se fassent connaître. Je leur dirais de continuer le combat. C'est-à-dire de toujours plus se faire connaître leur création, ne pas hésiter au niveau de la créativité non plus, ne pas hésiter à faire des folies s'ils en ont envie, ça peut plaire dans tous les cas. Il ne faut pas essayer de copier ce que Yves Saint Laurent a fait. D'ailleurs, je pense que c'est la différence entre Yves Saint Laurent qui a marqué l'histoire de la mode et les stylistes comme Tom Ford, Marc Jacobs, parce qu'ils n'ont pas su apporter quelque chose de nouveau au niveau de la mode. Ce qui fait que les gens comme Yves Saint Laurent, Coco Chanel, ils ont imprégné le style, tu vois. Voilà. Mais eux, les Tom Ford, les Marc Jacobs et nos stylistes africains, ils essaient de remixer ce qui déjà s'était fait les années 70. Donc je pense que ça sera très important de réfléchir sur ça et d'apporter quelque chose de nouveau
qui va faire que tu peux avoir ta place au niveau des grands en fait. Voilà, un message, il faut continuer, il ne faut pas laisser l'affaire parce que c'est important qu'on vit ici et puis voir nos confrères aussi faire des belles choses. Donc ça montre que maintenant tout évolue. C'est vrai que c'est dur, hein, la mode. C'est dur de comparer Africains et Européens, mais s'ils peuvent persévérer, créer des tuyaux plus chics, quoi. Un modèle africain serait bien. Vos impressions, Iman, après ce que vous venez de voir? Ouais, c'est encourageant, c'est touchant, parce que ça montre qu'il y a des gens qui nous suivent et qui peuvent aussi donner leur point de vue, quoi. Quand on crée pour un public aussi. Donc aujourd'hui, il faut dire que l'Afrique est concernée par cette ouverture vers le futur, le monde qui s'ouvre. Et c'est important d'écouter tous ces gens qui ont un certain regard par rapport à ce qu'on fait, quoi. Voilà. On va commencer par la danse, puisque vous avez plusieurs casquettes. Danseur, vous êtes danseur professionnel. Oui. Et vous pratiquez encore la danse? Vous continuez à pratiquer la danse? Oui, quand je peux, je danse. Il faut dire que je suis né dans la danse, parce que dans ma famille, c'était presque une tradition. Donc, après la troupe familiale au Cameroun... Avec Aïssi Ledic, votre frère, Chantal aussi, votre sœur. Exact. Et les ballets nationaux du Cameroun. Et après, j'ai intégré d'autres troupes de danse des pays africains. Avec plusieurs chorégraphes aussi, comme Nabou Diop de Touré-Kunda, comme Georges Mamboy, il est plutôt de la Côte d'Ivoire, qui travaille sur Paris. Et beaucoup d'autres, je ne peux pas citer tout le monde. Et aussi, à un moment donné, j'ai collaboré aussi avec d'autres chanteurs pour obtenir des rôles dans les clips, comme le clip de Mylène Farmer, de Sting, tout ça. Donc voilà. Après la danse, c'est le mannequinat. Oui. Est-ce que vous défilez encore ou alors vous faites juste défiler les autres, puisque vous êtes styliste maintenant aussi? Non, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir regarder certaines choses avec un certain recul. J'ai fait le mannequinat pendant 12 ans. 12 ans? 12 ans de carrière. Et je me suis battu comme il fallait. J'ai essayé d'être là où il fallait être. Et puis, ça n'a pas été évident. Donc aujourd'hui, oui, j'ai fait encore beaucoup de photos, quelques campagnes publicitaires, mais j'ai autre chose à faire maintenant. Vous mettez plutôt les autres en valeur. Exactement. Je suis presque passé de l'autre côté du rideau. D'accord. Comme votre protégée qui est là. Kiné Diouf, oui. Qui est une jeune Sénégalaise qui est devenue top modèle aujourd'hui. D'accord. Et je suis très fier d'elle parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est moi qui l'ai tendu la main quand elle est arrivée à Paris. Elle a fait une carrière très intéressante. D'accord. Et elle porte un beau modèle de Iman ici. Merci. On peut voir. Je travaille pour Iman. Je fais sa connaissance, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans, c'est beaucoup. Hein? Quand je suis arrivée à Paris nouvellement, il me dit oui, je pense que tu peux travailler. Je dis bon, oui, je pense. Et effectivement, il avait raison parce que 2 ans après, j'étais sur tous les podiums, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier. Et je suis vraiment contente et merci à Iman encore. D'accord, on va plus voir la robe, si c'est possible. Alors, la robe maintient le bustier, il s'ouvre un peu, je sais pas si peut me permettre. Alors, c'est une robe qui fait partie de la collection Printemps Satan. Satan. Le Printemps Satan. Donc, il faut dire que toutes mes collections, ça marche par thème. Ah oui. Donc, j'ai choisi toujours des titres assez parlants, des titres qui, pour moi, c'est une manière de rendre hommage à l'Afrique et de montrer que l'Afrique a de belles histoires. Il n'y a pas que la guerre ou des maladies en Afrique. Mais le Satan, là, donc, le Satan, c'était juste pour dire que... Un côté mauvais, un côté de Dieu, par exemple. Le Satan, juste pour dire que dans l'humanité, quand on vit dans le quotidien, il y a le mal et le bien. D'accord. Donc, pourquoi on a tellement peur de prononcer le mot de Satan? Si on parle de Dieu, si on parle du bien, on ne peut pas parler du bien sans le mal. Okay. Aussi. Donc, cette robe qui est un bustier, très ouvert, très chantré, drapé. C'est un peu style empire en même temps, avec beaucoup de volume en bas, en taffetas irisé. Donc, voilà. Merci, Kiné.
Donc, je tiens à dire qu'aujourd'hui, le métier de mannequinat, il y a énormément d'appels, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, mais très peu d'élus. Quand on veut se lancer dans le mannequinat, il faut donner son temps. Je crois que la mode, c'est une question de connaissance, c'est une manière d'être. C'est un métier, donc. C'est un métier très sérieux. Oui. Le métier de mannequinat, c'est un peu c'est dans votre famille, puisque votre mère était aussi mannequin, élue Miss Afrique, c'est Miss Cameroun. Miss Cameroun en 1960. C'est elle qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Ouais, je ne pourrais pas dire non, oui. Je crois que ma mère, c'était une très belle poupée dans la famille. C'est bien dit, ça, belle poupée. Et c'était bizarre, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que c'est une poupée, une fée qu'on a amenée d'ailleurs et on a placée chez nous. Parfois, je n'arrivais pas à croire que c'était ma maman. Je crois je me suis beaucoup inspiré d'elle. Donc le mannequinat, je crois que comme elle était la belle pièce dans la maison, donc elle s'habillait très bien. C'est quelqu'un qui savait très bien se tenir, qui savait très bien porter des robes, certaines choses, même les choses les plus simples, tellement elle les portait bien que je crois que ça m'a énormément marqué. Et je crois que c'est parti de là aussi. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui expliquait un peu, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre styliste et créateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, il faut savoir que dans le monde de la mode, et quand on dit la mode déjà, la mode ne s'arrête pas qu'aux vêtements. La mode, c'est tout ce qui nous accompagne l'être humain dans son quotidien. C'est l'architecture, c'est l'ameublement, c'est le design des voitures, c'est les vêtements, c'est les sacs, c'est les chaussures, c'est la coiffure. Donc, après, on va plutôt se diriger vers le fashion, le vêtement. Dans les vêtements, il y a les stylistes, les créateurs, les couturiers, les modélistes. Parce que styliste, c'est pas couturier? Comment dire, il y a un peu de différence. Ah, d'accord. Parfois, un styliste, ça peut être que celui qui donne les coups de crayon sur les papiers, du dessin. Et après, on va passer à l'étape suivante. Donc, chez les monteurs, les mécaniciens, c'est ceux qui vont couper. Parce que parfois, ceux qui coupent, qui sont dans les ateliers qui coupent, le patronnier, c'est pas forcément qu'il va dessiner. Le créateur de mode, c'est plutôt celui qui donne les idées. D'accord, il ne dessine pas. Il peut aussi dessiner, mais il y a plusieurs branches à l'intérieur. Donc en fait, ça part du créateur, après le styliste dessine, et après... Et les modélistes, ceux qui font des patrons, tout ça, et puis les monteurs, ce qu'on appelle les mécaniciens, tout ça. D'accord, je pense que c'est plus explicite maintenant pour ceux qui se posent la question. Justement, en parlant de stylisme, vous êtes un styliste professionnel et très de renommée africaine. Vous venez d'ailleurs d'être élu parmi les 100 designers. Félicitations d'abord. Merci. Merci. Que représente pour vous cette distinction? Je crois que c'est très encourageant. C'est aussi beaucoup d'années de travail. Donc, ce qui montre qu'il ne faut pas être pressé. Parce que, à peu on sème le maïs, on ne peut pas manger ce maïs qu'on vient de semer en 2 jours. Il faut quand même que le maïs doit pousser, grandir et puis donner le fruit du maïs et puis le cueillir au bon moment, à partir du moment qu'il est bien mûr, quoi. Donc, ça prend le temps que ça peut prendre à un moment donné. Si on bosse bien, si on travaille bien, si on a bien fait ses recherches, tout ça, la reconnaissance, on n'est pas pressé. Ça viendra quand ça vient. Moi, je n'ai jamais couru derrière la reconnaissance. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Mais c'est quand même bien d'avoir une reconnaissance. Bien sûr, c'est encourageant. C'est encourageant. Mais il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. En tout cas, félicitations. Alors, Iman, quelle est la tenue que vous pouvez me conseiller? Alors, moi je dirais, ça pourrait être ça. D'accord. Par exemple. Bon, d'accord. C'est ça. Ben, je vais aller mettre ça alors. Ok, donc ça on va voir. Alors, j'ai été transformée par Iman. Très belle robe que j'aime beaucoup. Ouais, tu la portes très bien. Merci. Donc, on va se dire au revoir. Kiné nous rejoint pour la fin. On se met, comme la particularité de Mbengue l'exige, en langue maternelle.
En Wolof pour vous? En Wolof. D'accord. Oui. waa na ngeen def sama xarit yi ki Kiné Diouf la léegi maa ngi dëkk New York maa ngi fi yax Imana ici sama xarit Bakken donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm Kiné Diouf pareil. Merci. Et qu'est-ce que ça signifie en français? Traduction, une petite traduction. Traduction. Je disais salut public et voilà, je suis avec mon ami Imana ici à Paris. On parle de sa nouvelle collection et voilà. Merci. Que c'est magnifique et c'est pour toutes les femmes du monde et voilà. D'accord. Merci. Merci, Kiné. À vous, Iman. Merci. Mbambamos, Maso Camerouni, c'est Afrique, c'est Nam Afrique et Camerouni Koussou, Abungang Akiba. Qui signifie? Et Borbesaba émission Mbengue, Mahemina Abungang. Donc ça signifie, il dit bonjour à tous les Camerounais, tous les Africains, et que l'Afrique avance et le Cameroun avance, et tous les gens qui regardent l'émission Mbengue, comme moi. Et je vous remercie. Je vais sur ce pas retrouver Douleur Guilamoto qui nous attend dans ce joli café. Oh là là. Bonjour, Pierre. Bien, la bise? Oui, pourquoi pas. Bonjour. Je suis timide. Faut pas être timide. D'accord. Comment ça va? Comme un poisson dans l'eau. Ah, ça c'est le titre d'une chanson. Oui. Petit acapella alors. J'étais moi, si c'est moi, tranquillo. Tu es venu, tu commençais à parler. Wa 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 wa. Super. Merci. Bienvenue dans Mbengue. Le plaisir. Vous n'êtes pas trop masqué là. Je vois quand même un peu le nez, la bouche. Là, ça va. Oui. Parce que d'habitude, on voit rien du tout. C'est bien pour vous accueillir dans mon jardin. Mais pourquoi ce mystère? Puisque vous avez tout le visage... Oh, tout ça, ça vient de mon premier album. Hein. Ah, d'accord. Comme je n'avais rien fait, Dieu a tout fait pour moi et le mystère est parti tout seul. Maintenant, on peut voir quand même quelque chose. On peut, tout ce que je peux dire... mon visage est dans les chansons, dans les galettes. Et sur le nouvel album, je vois une certaine transformation. Un côté le lion, l'autre c'est votre visage. Donc en fait, vous vous transformez en lion. Oui, c'est une idée simple. Tu sais, quand on traverse le désert, on se confie à Dieu. Ah d'accord. Et les musulmans disent souvent « Inch'Allah ». Les protestants et les catholiques, ainsi soit-il. Et c'est Dieu qui vous demande de vous transformer en lion? Donc c'est Dieu qui fait tout pour moi. C'est votre thème Je n'existe pas, c'est la musique qui... D'accord. C'est les métaphores de la musique, de la nature, ainsi de suite. Vous êtes très très attendu, hein, de toute façon. Après 10 ans, une longue absence quand même. Oui. Les œuvres de l'esprit ou bien les mystères de Dieu, ce n'est que lui qui peut les expliquer. Tout ce que moi je sais, c'est que bon... J'ai traversé une très dure période. J'ai perdu beaucoup de mes proches, comme un ami que j'oublierai jamais, Sam Djonjim, avec qui je faisais la musique. Oui, c'était quand j'étais au pays, il y a 40 ans. Donc, il est décédé. J'ai perdu aussi avant mes parents. Et là, j'ai perdu aussi Valo, c'est-à-dire mon arrangeur. Oui, j'entends souvent dans les chansons Valo. Oui, Valérie Lobet. Alors, ah oui, c'est lui, Valérie Lobet. Oui. D'accord. Les paix à son âme. Donc, j'ai traversé le désert et j'ai confié tout à, comme on dit, Dieu. À Dieu. Oui, qui m'a donné. Donc, j'ai demandé quelque chose d'important, c'est-à-dire la force pour que je puisse continuer et nourrir un peu tous ceux qui aiment ce que je fais. Donc, il m'a donné la force du lion. C'est pour ça que l'album s'appelle Guilamoto. Le lion. Oui. Donc, c'est un album que j'ai arrangé avec l'aide d'Alion, un ami, et aussi la force de tous les musiciens qui ont joué, qui ont participé à cet album. Donc, je n'hésite pas à dire merci à chaque fois que je peux. À toute l'équipe, d'accord. On va marquer une petite pause avec un clip de votre choix. Vous en avez tellement. Ah. Je voulais choisir le clip
D'accord, je vous laisse le choix. Lequel? Donc, je vous laisse le choix. Le choix, le mien. Alors, ça va être Peu maintenant. Peu maintenant, voilà, oui, une ça me chanson que rappelle j'aime beaucoup de choses aussi. Alors, le clip, c'est parti. Je t'ai dit Ousmane, façon que tu parlais là. Si je t'ai donné tu ne peux pas maintenant te voilà dormir comme un cadavre, vrai cadavre mort. Comme un cadavre. Sewa sonde okoi, na de kwa libongo bendene. Sewa sonu sewa. Tu as mangé cola, tu as mangé pita cola. Tu as vu Guinness, travaillez moi comme maintenant. Maintenant te voilà dormir comme un cadavre. Eh Moussa, tu as gâté le week-end pour moi. Donc après ce beau clip de Peu maintenant, Peu, je crois que tout le monde a dansé là. Moi j'aime bien cette chanson. J'ai aussi dansé un peu. Il faut. Donc vous avez de nombreux albums, comme je disais, 25 ans de carrière à votre actif. Oui. Et aujourd'hui Ngila Moto, le nouvel album. Quelles sont vos sous-inspirations pour écrire vos textes? Oui, l'inspiration ne vient pas tout à fait de moi. Ça, c'est le domaine... Toujours Dieu. C'est le domaine spirituel. Mais la composition, bon, si on a ce cadeau, on essaie aussi de se donner le temps pour bien le transmettre. Donc, c'est pour cela que je prends tout ce temps qui pèse énormément sur moi. Mais je crois qu'à la sortie, le public est content. Globalement, dans cet album, vous parlez beaucoup de trahison. Moi, j'ai de trahison, enfin, de médisance, entre autres, tout ça. Parce que moi, j'ai noté. Hein. Oui, douleur, c'est... Je chante un peu la vie. Je chante... Ce sont des histoires qui vous concernent personnellement? Non, je chante la vie. Je chante le monde. Vous savez, quand vous dites, ou bien quand tu dis trahison, ça vient de... Ça vient, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est depuis le temps d'Adam et Ève qui ont un peu donné l'humanité en pâture. Mais bon, ainsi va la vie. Donc c'est ce mélange que j'essaie de faire dans mes chansons et que j'essaie de propager pour que tout le monde essaye de comprendre, de se retrouver. Mais c'est plus l'amour qui nous a été donné en cadeau. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. Bien Mais sûr. bon... Alors vous qui êtes l'un des aînés des artistes camerounais, à votre avis, comment se porte la musique camerounaise actuellement? Oui, bon, j'ai pas envie de donner des notes. Hein. Faut quand même donner votre avis. Oui, donc mon avis. Aujourd'hui, c'est un peu les CD que les gens essayent de sortir. Ce n'est plus les albums. Parce que l'album, c'est quelque chose qu'on écoute avec modération et amour. Mais l'album commence par un CD. Non, parce que quand je dis CD, quelque part, toutes les musiques se ressemblent. C'est comme si on a pris, fais-moi la copie. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour dire comment je vois la musique camerounaise aujourd'hui, c'est une musique qui a été là, mais avec qui on compte les artistes, on compte les compositeurs. Donc, il y a beaucoup d'interprètes. D'accord. Et les jeunes qui ne suivent pas, parce qu'il y a des chansons qu'on écoute qui ressemblent un peu aux vôtres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me rappelle, il y a nos aînés qui nous ont laissé un héritage. Et c'est ce qu'on voulait aussi transmettre. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous pour transmettre ce que nous, on a reçu. Parce que, vous savez, les enfants aujourd'hui, ils sont... Est-ce que ça vous fait plaisir ou alors ça vous gêne? Il y a des choses qu'on prend et d'autres qu'on laisse, mais bon...
ce qui est dur, c'est l'héritage qu'ils vont aussi donner à leurs enfants. Tu vois, la musique, on a l'impression qu'aujourd'hui, la musique, c'est le corps humain. C'est-à-dire, dès qu'on met la musique, on ne doit que danser. Pourtant, chez nous, la musique, c'était une histoire. Oui, les textes. C'était les textes, c'était notre vie, c'était notre culture. Mais, bon, je ne veux pas être désagréable non plus. Bon, après, c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a que... Quand on veut écouter quelque chose de bien, on est obligé de faire les remixes. Oui. C'est-à-dire revenir en arrière. Ouais. En tout cas, Manu Dibango, le doyen Manu Dibango dit de vous que vous êtes... Enfin, il vous félicite. Hein. J'ai vu sur votre site et aussi Alain Mabankou. Oui, merci. C'est Manu, c'est mon aîné avec qui j'ai fait... Bon, j'ai même encore de la chance avec Manu qu'il est Daïdo comme moi. Donc, il est Yabassi, non? Oui, mais Daïdo aussi. Parce que nous ne rentrons pas chez... Mais bon, on s'entend très bien. Oui. J'ai déjà eu cette chance parce que beaucoup d'artistes ne le... Bon, c'est Manu. Pas non, pas comprendre, bon, mais c'est Manu. Il faut avoir la chance de le côtoyer. Donc moi j'ai cette chance, j'ai ce côté. Et bon, je dis salut Manu. Alain Mabankou, c'est un garçon il y a, je crois, 5 ans, on s'est rencontrés. C'était un grand écrivain qui, bon, je ne savais même pas que ma musique perçait un peu quelques murs, quelques horizons aussi. Quand nous sommes rencontrés avec un ami commun qui s'appelle Léopold, qui est aussi écrivain, il m'a dit j'aimerais bien faire des choses, j'aimerais bien entrer dans ce monde de la musique, mais dès que je suis là, j'aimerais que tu sois avec moi. Et quand il a eu des possibilités pour le faire, il m'a invité. Pour le projet, pour la chanson Black Bazaar. Et j'étais très content. C'était merveilleux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui vous aimeriez collaborer? Pas seulement camerounais, africains, enfin, en général. Oui. Mais j'aurai souvent de commander, mais je voudrais que c'est ma musique qui parle pour moi. Non, mais vous pouvez solliciter. Oui, j'essaie de le faire. Mais c'est pour cela aussi que je constitue une équipe autour de moi pour que je ne sois pas en train de... Parce que tout se négocie. Et une musique, c'est quelque chose... qui va très loin. On ne sait pas avec qui, on ne sait pas dans les oreilles de qui ça peut tomber, ça peut bercer. Donc oui, j'aimerais bien rencontrer d'autres artistes. Deux cafés, s'il vous plaît. Deux cafés. Kitchen. À l'Olympia qui arrive bientôt. Bientôt, on va le faire. Alors, est-ce que vous avez des projets pour votre cher pays, le Cameroun? Oui, le Cameroun. Oh là là, je rêve tout le temps. Nasombo Agnès Nabam. Msangombe Nabignon. Msangoé. Mais les projets alors, c'est quoi? Msangoé Denamo. Les projets, ça va venir. En fait, j'ai plus envie de plonger dans des situations où je me mets en colère parce que je n'ai pas reçu ce que j'ai dit. Donc, je laisse maintenant le temps au temps de faire de moi ce que... Je vais mettre beaucoup de mon énergie dans ce que je fais. Et je sais que c'est le travail qui paye. Oui. Il faut seulement être patient. Et je suppose que vous êtes très attendu au Cameroun, hein, à Daïdo surtout. J'espère. C'est quand le spectacle, les spectacles là-bas? Je verrai avec... Là, actuellement, nous sommes en train de placer le CD pour qu'il soit un peu connu par tout le monde, écouté par tout le monde. Et c'est pas une mince affaire. Petit à petit, on essaye de... Ça va aller, comme disent les Ivoiriens. Ça va aller. Ça va aller pour tout le monde. Alors, Douleur, Ngila Moto, l'homme lion. Ça fait peur. On va terminer en beauté avec un message en langue maternelle de votre part. Oh, la langue maternelle. Qui est le doigt là? Nasombo Agnese, Natim Selebnyo, Jitala Masomanya, Pondanye Selo Nongino, Jengelemba. Namongena ebolo na bodino edungame edope do sambinyo diwele mambo mese umlima nina mnyoponda te na mongele binyo de londo li tumjita
Nasombo Agnès Bonantone, Bonantone, Ibele Obusu. C'est pas évident de parler devant la caméra. La caméra, hein. Petite tradition, alors pour ceux qui ne comprennent pas le Oui, traduction, c'est que je suis né. Je salue tout le Cameroun, mais je suis un Daïdo, je suis né à Daïdo, je suis venu en France il y a très longtemps et chaque fois que je dors ici à Paris, je pense à mon village, à Daïdo. Je les aime de tout mon cœur. C'est un peu ça, et bien Bosso. Merci Douleur d'avoir été des nôtres. C'est moi. Bye bye. Merci de nous avoir suivis. Je tiens à remercier toute mon équipe, cadreur, réalisateur, monteur, Clément Chauvel, Pierre Agoutin, Peggy, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous. Merci. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre soutien. Merci à nos annonceurs, nos partenaires. Merci à tout le monde. Et le meilleur reste à venir. À très, 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 très bientôt.